Un, 2, deux, 3. trois. Bienvenue à tous sur le podcast Les Fameux. Donc aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Alp, donc qui est franco-turc. Donc Günaydın. United. Donc aujourd'hui, je te reçois et on va surtout parler de tout ce qui est autour de la banque, parce que tu es directeur d'agence. Donc aujourd'hui, tu as une équipe d'environ 10 collaborateurs. Et tu vis en Normandie, tu travailles principalement sur Paris. Exactement. Donc tu vas pouvoir aussi mettre en avant comment ça se passe durant les transports, Ouais. parce que c'est quand même une majeure partie de ton temps d'aller au travail, de rentrer du travail. Donc qu'est-ce que tu mets en place sur ces temps-là? Et donc à côté aussi, tu as plusieurs petites passions, je pourrais nous en dire deux mots si tu veux, tout ce qui est passion sur la moto, le chant ou le piano. Pas de problème. Donc déjà, qu'est-ce que tu pourrais dire à ceux qui nous écoutent et à moi? Comment t'en es venu à te diriger vers la banque? Qu'est-ce qui t'a animé à se diriger en tant que directeur d'agence? Ok. Et voilà dans les grandes lignes pour commencer. Ça marche. Déjà de base, moi je suis quelqu'un d'assez, on va dire, opportuniste. Dans le sens où je vais pas être quelqu'un qui va être déclencheur de ça, mais je suis plutôt la personne à saisir l'opportunité quand elle se présente. Et je qualifierais tout ça, on va dire, d'une manière où, plus généralement, le travail paye. Lorsqu'on travaille, lorsqu'on se donne, entre guillemets, sur, ce que l'on croit, il y a forcément un moment donné où, l'opportunité se présente. Je fonctionne beaucoup à la méritocratie. Je suis issu d'une famille, voilà, qui a manqué à l'époque. Je suis quelqu'un issu d'une famille d'ouvriers. Ma mère était femme de ménage. Mon père était, il est toujours d'ailleurs, était quelqu'un, voilà, dans les travaux publics. Ok. Et on va dire qu'ils ont toujours été, derrière leurs enfants, tout simplement, à ce qu'ils puissent avoir une meilleure vie qu'eux. Et moi, à la base, j'ai une formation comptable. Donc, je sais que maintenant, je crois que ça s'appelle STMG. Moi, à mon époque, ça s'appelait STG. J'avais une spécialité compta. À la base, j'étais fait pour aller en filière S. J'ai redoublé pour aller dans cette filière, pour pas la choisir au final. Oui, c'est ça. Après, ça a été STMG, du coup, parce que moi, j'ai fait cette filière-là. Ouais, Et après, tu prenais soit comptabilité, soit exactement. marketing en général. Exactement. Et je sais pas il y a encore ça, mais nous, il y avait aussi système des informations, je crois, ou système informatique. Ok, moi, je l'avais pas. On avait 4 choses différentes. Il y avait communication, marketing, gestion et informatique à cette époque-là. Ça date un petit peu parce que ça fait 18 ans Donc, t'as redoublé ta S, t'es parti en STMG. Ouais. T'as pris option compta. Ouais. Et après, la suite de ton parcours. Voilà. C'était les chiffres en fait qui m'intéressaient parce que c'est là où ça m'éclate le plus. Et je trouve qu'en fait, avec les chiffres, il y a quelque chose de logique en fait. C'est-à-dire que c'est peu importe de la manière où on y arrive, l'important c'est le résultat. C'est pas comme toute cette partie, on va dire, littéraire, etc., où chacun peut donner son point de vue, etc., où il y a beaucoup plus d'ouverture. Alors que tout ce qui est chiffre, pour moi, en fait, c'est très cartésien. C'est vous avez un chiffre, on l'obtient. Et le résultat, en fait, on ne peut pas avoir plusieurs résultats sur le même truc. Pour moi, c'est ça qui me passionnait. Et du coup, j'ai directement attaqué par un BTS Banque. Je ne sais pas si ça se fait encore, mais il y avait l'option en fait marché des particuliers. Donc je suis allé directement en BTS, en alternance. Tout simplement parce que j'ai beaucoup de mal avec, les études. Je suis quelqu'un où j'ai eu énormément de facilité, j'en ai encore aujourd'hui. Je suis pas un gros travailleur. Facilité au niveau de l'apprentissage. De la retenue, je dirais plutôt. Ok. Ouais. Ça veut dire que t'as une bonne mémoire. Faculté de mémorisation peut-être plus haute que la moyenne. Plutôt un esprit logique qui me permet plutôt de comprendre les choses. D'accord. J'ai toujours été quelqu'un où je me suis toujours dit, et c'est un prof de maths qui m'avait appris ça au collège et qui disait tout le temps: «70 du travail, en fait, était fait sur place». Et c'est la totale vérité parce que, avec les facilités que j'avais et cetera, je ne travaillais jamais chez moi. Je me concentrais en cours et le reste, en fait, ça venait tout seul. Et j'ai eu énormément de facilité. C'est pour ça que je me suis arrêté bêtement, on va dire, à une licence, parce que j'ai continué jusqu'à la licence pro, du coup. Je me suis arrêté à la mémoire. Quand on avait un mémoire à rendre, ça comptait 80 pages. Là, j'ai senti qu'il fallait que je fournisse un effort complémentaire
Et derrière le master, en fait, c'était le même principe sur 2 ans et je sais que je suis pas fait pour les cours. Et là, aujourd'hui, en fait, je le ressens encore plus lors des formations, par exemple. Tout ce qui est descendant, ça va une journée. 2 jours, j'ai du mal. J'ai besoin d'être stimulé, j'ai besoin de comprendre ce que je fais et pour moi, en fait, la meilleure des choses, c'est la pratique. Ouais, d'où le fait aussi que tu as fait une alternance. Exactement. Et en fait, lier le travail au cours, c'est beaucoup plus parlant. C'est-à-dire qu'en cours, on vous donne une base théorique et on sait tous, peu importe le domaine, il y a pas mieux que la pratique. Aujourd'hui, on va vous apprendre des bases. On peut parler de produits bancaires, hein, enfin, tout ce qui est livré, et cetera, c'est les règles pareilles pour tout le monde. Et après, en fait, c'est ce qu'on va adapter par rapport au client qui est important. Donc, tout le monde a des besoins différents, tout le monde a des horizons, différentes réalisations. Et après, aujourd'hui, en fait, le but, on va dire, d'un conseiller classique, c'est d'apporter, en fait, une réponse à un besoin immédiat, une préparation pour le moyen terme et une fidélisation sur le long terme. OK et du coup, toi, du coup, BTS, licence, Ouais, alternance. exactement. Du coup, tu étais, toujours dans la même agence sans la citer? Tu tes 3 années Exactement. d'alternance, tu as changé? J'ai changé. OK. J'ai commencé tout d'abord à la Société Générale, qui m'a permis, en fait, d'avoir, mon première année ma première année, pardon, de BTS. Ensuite, j'ai changé. Je me suis retrouvé chez AXA Bank, qui m'a permis, en fait, de finir mon BTS. Et je suis rentré, en fait, chez AXA Bank quand ils venaient de créer leur filière bancaire, en fait. C'est-à-dire qu'AXA, on connaît tous comme l'assureur, et cetera. Et ils se mettaient à la banque à ce moment-là. Donc en fait, moi, j'avais été recruté, donc j'avais des bases bancaires d'un an. Et ça m'a permis, en fait, de travailler chez un agent général. Donc un agent général, c'est sa boutique, c'est son portefeuille. Et en fait, moi, j'arrivais comme un plus chez lui. Et mon but, en fait, c'était de développer cette petite partie bancaire, parce que c'était une agence qui se trouvait, en fait, dans une petite ville où tout le monde se connaît. Un peu comme ici, on va dire Gap, Georges, et cetera. Et moi, c'était Vernon, donc dans l'Eure. Et là-bas, des agents généraux, en fait, vous n'en avez pas non plus des masses. Et ça a permis, en fait, de ramener ce côté, entre guillemets, «fraîcheur» d'un jeune. Deuxième chose, la banque, lier, entre guillemets, toute la partie bancaire à la partie assurance, parce que mine de rien, aujourd'hui, beaucoup de banques font des assurances. OK et du coup, j'ai une question qui me vient en tête. Pourquoi, après ton bac STG, pourquoi tu t'es dirigé vers la banque? Bah, en fait, au tout début, je voulais faire une filière comptabilité, parce que je me suis dit: «Moi, je suis fait pour les chiffres et cetera». Et en fait, j'ai remarqué que j'avais un côté relationnel qui était bien plus important. Et en fait, derrière, quand j'ai vu un petit peu parce que j'ai fait des stages, forcément, avant de démarrer, en fait, une alternance, j'ai travaillé pour le comptable de mon père, par exemple, qui lui est entrepreneur et cetera. Et j'ai remarqué que c'était pas un métier qui me convenait parce qu'en fait, on est dans un bureau toute la journée avec tout ce qui est classeur comptable et cetera. En fait, on travaille avec l'ordinateur et toute cette relation clientèle, en fait, Ouais, c'est de là où j'allais en venir, tu pas le côté humain, en fait. exactement. Ou pas assez, en tout cas. Pas assez. C'est surtout ça. Parce qu'on a toujours un petit côté humain quand on est comptable, parce qu'on appelle les clients, on appelle, des entreprises et cetera. Mais c'était beaucoup moins intensif et de 2, j'avais pas ce sentiment d'apporter quelque chose. Et moi aujourd'hui, en fait, ce qui me motive, même dans ma vie de tous les jours, c'est le fait de pouvoir laisser une trace, en quelque sorte. Et aujourd'hui, même dans le milieu bancaire, ce qui est important, c'est la fidélisation. Et aujourd'hui, j'estime que la confiance ou la «notoriété» entre guillemets du banquier a beaucoup baissé par rapport à une certaine époque. Le banquier, je vous parle de ça parce que, bah, moi ça fait maintenant 17 ans que je suis dans le domaine bancaire et même moi en 17 ans, en fait, j'ai eu une évolution, notamment par rapport au développement du réseau, qu'on veut tout, tout de suite maintenant. On a cette facilité, en fait, de tout condenser dans un smartphone, d'où le développement des applications et cetera et la relation clientèle, en fait, a changé avec ça. Il y a beaucoup moins, même au niveau des conseillers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les conseillers, ils ont cette perspective d'évolution qu'anciennement, ils avaient moins. C'est-à-dire que vous aviez avant des carrières, par exemple, de 10-15 ans sur le même poste, où aujourd'hui, en fait, cette nouvelle génération cherche à évoluer. Alors que la génération précédente, on pourrait dire qu'elle cherchait beaucoup plus une stabilité au niveau de leur vie personnelle, qui leur permettait, en fait, d'avoir un certain équilibre. Aujourd'hui, je dirais plus que les conseillers et les nouveaux jeunes, je pense pas que ce soit que dans le domaine bancaire, ils ont cette tendance à vouloir évoluer, d'aller gravir les échelons pour aller chercher un salaire, parce que le système d'augmentation, je pense partout c'est pareil,
Aujourd'hui, on attribue en fait l'augmentation dans un poste. Donc les personnes cherchent à évoluer, évoluer, évoluer et se concentrer après peut-être plus sur l'équilibre vie perso, vie pro. Et moi, c'est mon cas actuel. Et toi, du coup, qui a pas mal évolué, Mmh. en gros, on va dire, pour faire simple, qui était parti d'en bas, Ouais, pour aujourd'hui être directeur d'agence. tout à fait. Ça a été toujours une perspective de ta part de vouloir aller le plus haut possible. Pas du tout. Donc ça peut être super intéressant que tu me partages à moi et puis à ceux qui nous écoutent. Du coup, ton parcours, BTS licence, on l'a rapidement évoqué. Ouais. Aujourd'hui, tu es directeur d'agence. Pourquoi tu es arrivé à être directeur d'agence et plutôt comment? Ouais. Comment tu as gravi les échelons et si tu peux nous partager ton Ouais, expérience. bien sûr. Donc du coup, ma première expérience en alternance, ça s'est plutôt mal passé. J'étais à la Société Générale en tant qu'alternant et aujourd'hui, je comprends bien plus le fait qu'on recrute entre guillemets «des jeunes» et cetera et qu'à la fois, en fait, on demande qu'ils fassent quasiment la même chose entre guillemets que des personnes qui sont là Oui, comme depuis, si avaient les mêmes missions. exactement. Donc bien sûr, il y a ce phénomène d'apprentissage, et ça s'est même déroulé parce que je faisais partie des bons de ma promo. Je faisais partie des 3 premiers et à côté ça se passait très mal en agence. Donc je sais que j'ai eu ma prof principale qui est intervenue plusieurs fois parce que j'en ai parlé. Je comprenais pas pourquoi j'avais autant d'écart entre mes notes et cetera à l'école et autant d'écart en fait sur la pratique et en fait, Tu allé au travail avec la boule au ventre, ce genre de choses. ça m'est arrivé, ouais. Ok. On arrive jusque-là. En fait, ce qui m'a permis, en fait, de continuer, c'était vraiment le phénomène de me dire: «Mais en fait, ça va me servir pour mon diplôme, en fait». C'est le diplôme qui m'a fait tenir. Oui, je serre les dents. L'année prochaine, je changerai d'agence. C'est exactement ça et au final, j'ai même changé de structure, au final. Donc ça s'est arrêté avec la Société Générale. J'ai continué avec AXA Bank. Bienvenue, du coup. Ouais, bah, c'était une beaucoup plus petite structure parce qu'à la Société Générale, on était, je me rappelle plus exactement, mais on devait être entre 8 et 12 conseillers en comptant les accueils. Il y avait un directeur, il y avait un adjoint. Donc déjà, en fait, il y avait plus de personnel et j'avais vraiment ce sentiment-là de, Peut-être pas être assez intégré ou qu'on te mette peut-être à l'écart, qu'on te demande trop de ouais, choses. c'était plus mise à l'écart. C'est-à-dire que j'avais pas ce sentiment, que j'avais un tuteur, en fait, qu'il y avait quelqu'un pour m'apprendre les choses et cetera. Mais après, je peux comprendre aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec ma mentalité de directeur, on nous demande, entre guillemets, «des choses». Tu vois les choses de l'autre côté, autant de fois. Exactement. Donc, tout est une question d'équilibre au final et à cette époque-là, en fait, je pense que j'avais beaucoup plus besoin de soutien, pour mettre en pratique, en fait, ce que j'apprenais. Parce qu'en fait, on vous apprend pendant ce métier, pendant 2 ans, le métier de conseiller bancaire, marché des particuliers. C'est-à-dire que on doit être capable de toucher, on va dire, aux 5, 4 à 5 corps principaux, Mhm. on va dire. La banque au quotidien, l'épargne, le crédit, l'assurance. Et quand je dis crédit, alors en fait, derrière, vous avez vraiment 2 items qui se distinguent, la consommation et l'immobilier, qui sont vraiment 2 choses totalement à part. Et en fait, ce côté pratique, je ne l'avais pas. C'est-à-dire que j'étais beaucoup plus en dépannage à l'accueil qu'en binôme avec des conseillers. Et c'est ce que moi, aujourd'hui, j'essaie de prôner beaucoup plus parce que j'ai eu un alternant. En fait, son métier futur, c'est de devenir conseiller. Donc l'accueil, oui, c'est bien. Il y a pas meilleur formateur que l'accueil. Mais pour un conseiller à en devenir, faut pas que ça dure plus de 6 mois, quoi. Oui, au début, t'es à l'accueil pour accueillir, voir s'il y a le côté humain, voir comment ça peut se passer, le Mmh. côté relationnel. Tu traites aussi des, on va dire, des problématiques à l'accueil. Exactement. Enfin, Et puis au bout d'un moment, il faut voir aussi autre chose. tout à fait. C'est-à-dire que quand vous êtes à l'accueil, en fait, le premier truc, c'est de gérer, en fait, quelque chose d'immédiat. Que ce soit un problème, un besoin, un mécontentement. Être réactif. Exactement. On vous demande d'être la vitrine, d'être réactif et de représenter, en fait, l'enseigne pour laquelle vous travaillez. Quand vous êtes conseiller, vous allez plus gérer, on va dire, des projets de vie. Ce qui est beaucoup plus parlant, déjà, pour un conseiller, surtout lorsqu'on a ce relationnel, développé, parce qu'on va vraiment s'intéresser, en fait, au projet du client. C'est encore plus prononcé chez les conseillers pro. J'ai jamais fait de pro, mais je le vois. Mais, ça a été ouais, ça a été, une expérience qui m'a marqué, mais pas de la bonne manière. Jusqu'à se poser la question de: «Est-ce que je suis vraiment fait pour ça, en fait?» Puis est arrivé, en fait, un agent général sur lequel j'ai postulé dans la ville où j'ai grandi. C'était un ingénieur de chez PSA. Il y avait un plan de licenciement à ce moment-là et il y avait une proposition, bah, de partir avec un chèque ou, voilà et ce monsieur
il avait récupéré, du coup, cette enseigne et en fait, lui, il débutait parce que c'était un ingénieur vraiment PSA. Il était beaucoup plus dans le développement, dans tout ça, mais sa passion première, c'était la voiture. Derrière, il a fait le lien, l'assurance et cetera. Il s'est dit: «Je vais me lancer dans ça». Donc il a acheté, entre guillemets, «le portefeuille», puis après le local est loué et cetera et du coup, j'ai fini mon alternance avec lui et ça s'est très bien passé parce que sa banque se développait à ce moment-là. Donc du coup, moi, j'apportais vraiment, en fait, toute ma connaissance et on faisait vraiment un beau duo. J'ai gardé contact avec cette personne justement. J'ai son numéro perso, on s'écrit encore. Il a arrêté justement ça pour partir du coup dans une plus grande ville. Puis on partageait un peu la même passion parce que la voiture, c'est une de mes passions aussi. Donc quand on faisait des gros coups et cetera, il venait avec une de ses voitures. C'était notre truc à nous. Parce que c'est quelqu'un qui collectionnait les voitures. Mais les voitures entre guillemets des années 90, comme les 205 GTI, les BMW M3 E46, E36 et cetera. Donc c'est des voitures que moi, enfin, jamais j'aurais vu ou pu essayer en fait, de mon jeune âge, hein, j'avais 19 ans à ce moment-là et en fait, quand on réussissait des gros coups, il me disait: «Ouais, samedi, je viens avec celle-ci» et en fait, on allait faire un tour et c'était un moment de C'était partage. la récompense, on va dire. Ouais, c'était vraiment la petite On va récompense, passer un bon petit moment tous les 2. exactement. On parle voiture et cetera et c'était vraiment une passion pour partager et ça s'est très bien passé et derrière, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fini mon BTS, j'ai postulé, c'était un peu la galère et une boîte d'intérim m'a appelé un jour. Comme quoi, il fallait un conseiller à Verneuil-sur-Avre, donc pareil, c'est dans Normandie et j'ai été travailler là-bas pendant 2 mois et demi parce qu'il y avait un conseiller qui malheureusement s'était blessé et en gros, il était en arrêt pendant 3 mois. Donc tu as fait un remplacement. Ouais, j'ai fait un remplacement, donc pareil, accueil, même si c'était un conseiller qui s'était blessé et en fait, je me sentais beaucoup plus à l'aise parce que j'avais plus de connaissances, j'avais plus de pratique et je venais de sortir de AXA Bank. Oui. Puis aussi, des fois, en prenant de l'âge, tu es plus mature, Aussi, tu es plus responsable. Il y a peut-être pas mal de choses qui je te dirais pas que j'étais si mature et responsable à ce moment-là, c'était vraiment le côté, mmh j'ai un peu de bagou maintenant. Donc, je savais de quoi je parlais. On gagne de la confiance en soi. Mmh. Quand les clients, entre guillemets, vous contredisent sur un truc, vous êtes beaucoup plus sur vos appuis. Il y a la différence, vous savez, quand vous avez la théorie de comment dire, de l'école, il y a la réalité, ce qui se passe, entre guillemets, sur différentes enseignes. Parce que, par exemple, là, j'ai cité Caisse d'épargne. Non, je n'ai pas cité Caisse d'épargne encore, parce que c'est la Caisse d'épargne que j'ai fait, du coup, sur un placement. Voilà, on a la Société Générale, AXA. AXA. Donc, j'ai fini à la Caisse d'épargne Normandie, Mmh. qui m'a permis, donc, du coup, d'avoir une lettre de recommandation par le directeur. Parce qu'il était content de m'avoir dans l'équipe et cetera et il savait que je venais de finir mes études et une lettre de recommandation et en fait, il y avait ce qu'on appelle le parcours nouvel entrant, qui était un peu, on va dire, une petite école au sein, du coup, de l'entreprise. C'est-à-dire que pendant 1 an, vous faisiez le métier de conseiller, on vous apprenait, on vous formait tous les mois et cetera, qui pouvait potentiellement déclencher, en fait, un CDI à la fin. Donc j'ai eu ma lettre de recommandation, ils m'ont contacté et cetera et tout, donc il y avait une place de prévue pour moi en février. Et là, donc du coup, moi, ma mission s'est arrêtée en septembre et en octobre, j'ai Caisse d'épargne Île-de-France qui m'a appelé du coup. Il faut savoir que dans les caisses régionales, comme il peut y avoir Crédit Mutuel, Crédit Agricole, Caisse d'épargne, ça va être des caisses régionales. Donc en fait, dès que vous sortez de la région, c'est comme si c'était une autre banque. Oui, par exemple, ici, on a un Provençal au Côte d'Azur. Tout à fait. Si tu vas en Rhône-Alpes, si tu vas en Île-de-France, c'est complètement différent. Exactement. C'est-à-dire que vous allez là-bas, enfin, ils vont pas vous retrouver, les numéros de compte sont pas trouvables. En fait, c'est très compliqué. C'est vraiment comme si vous étiez dans une autre enseigne. Et donc, Caisse d'épargne Île-de-France m'a contacté en octobre pour me dire: «Écoutez, on cherche des alternants». Je dis: «OK» et de là, en fait, ils m'ont dit: «Bah, est-ce que ça vous intéresserait de rentrer dans une formation, une licence professionnelle, du coup, à Paris et votre agence sera, au Vésinet?» Donc dans le 78, c'est à côté de Maison Lafitte, donc c'est des agences, on va dire, très haut de gamme et j'ai pris l'opportunité. Donc comme je le disais en début, c'est opportunité qui se présente, Mmh. peser le pour et le contre, pourquoi pas? Je me suis dit 1 an de plus en alternance. Et du coup, j'ai commencé l'année comme ça et pareil, je suis arrivé dans une agence où, en perdition totale, il y avait des arrêts. On s'est retrouvés même pour vous dire, on s'est retrouvés qu'à 2 à un moment. Donc il y avait l'adjoint, donc directeur adjoint et moi
Et je me rappelle de cette phrase, de cette personne qui m'a dit: «Heureusement que tu as déjà travaillé en caisse d'épargne». Parce qu'en fait, quand je suis arrivé, moi, en octobre, bah, lui, forcément, il avait aussi ma validation à me donner au bout d'un mois, le préavis et cetera et cetera. Et il était très content de m'avoir parce que, bah, je connaissais déjà le logiciel, j'avais déjà fait de l'accueil. Donc en fait, lui, ça lui permet Ouais, ça va plus vite, tu connais le logiciel en interne, tu exactement, sais les process, etc. exactement. Donc ça a été vraiment un confort pour lui, puis ça a été, entre guillemets, «confort» pour moi. Et cette année-là, elle a été un peu compliquée aussi parce qu'en fait, moi, je pensais vraiment qu'on allait me faire faire du conseil, être en rendez-vous et cetera. C'était pareil. C'est-à-dire que je me rendais pas compte, mais encore une fois, il y avait, moins d'accueil, il y avait des personnes à mi-temps, des remplaçants, des choses comme ça et en fait, de la même manière, c'est que j'avais un rythme, moi, à l'époque, j'avais un rythme 2 semaines, 2 semaines. 2 semaines d'école, Hmm. 2 semaines de travail et dans ces 2 semaines de boulot, bah, je passais les 3/4 de mon temps à l'accueil, encore une fois. Et je vois, je pense que ce qu'on peut dire, donc c'est pas une généralité, mais pour les personnes qui nous écoutent, qui font de l'alternance ou qui veulent se lancer en alternance, c'est très bien. Tu l'as fait, je l'ai fait, il y a plein de personnes qui le font. Tout à fait. Par contre, soit on nous miroite, ou on souhaite nous tendre une carotte, Mmh. il faut se dire que celle-ci, elle va pas tomber. Si elle tombe, c'est un bonus. Tout On à est fait. là pour soi-même, C'est ça. pour monter en compétences, pour encore une fois voir ce qui peut nous convenir, nous déconvenir, voir si c'est vraiment fait pour nous aussi. Mais on va nous vendre un projet quand on est alternance. Mais comme tu l'as si bien souligné, on va, dès qu'il y a une personne en arrêt, on va aller sur ce poste-là. Tout à fait. Dès qu'il y a besoin d'une roue de secours sur autre chose, dès qu'il va avoir un trou, une personne qui part en congé paternité, maternité, on va y Exactement. aller. Et donc on va pas avoir vraiment de poste attitré, du coup on va pas vraiment monter en Tout à termes de fait. rôle, de compétences, plus que ça. Ex Donc je pense qu'il faut avoir une notion de ça parce qu'on est jeune, on nous voit un projet, on veut y aller. On a affaire à un directeur souvent d'agence qui sait bien parler, qui a une super éloquence, donc il nous voit un super projet, mais c'est pas toujours comme ça que ça se passe. exactement. Et et c'est pour ça que c'est bien d'avoir fait ça aussi parce qu'aujourd'hui, maintenant, en tant que directeur d'agence, on enfin, quand on est passé par un vécu, on va dire, sur ce type de phénomène, on comprend un peu plus, la valeur à donner à nos alternants aussi, carrément. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'en ai plus cette année parce qu'en fait, dans la boîte où je travaille actuellement, la règle, c'est que sur les 10 agences du groupe, on fait une année sur 2. Il y a la moitié des agences qui ont un alternant pendant une année et l'année d'après, en fait, c'est au tour des autres. Et là, je le ressens que j'ai pas d'alternant. Ouais, un Encore une point fois. que tu vois que je souhaite souligner. Mmh. Donc je suis pas directeur d'agence, mais si par exemple j'étais à ta place, je pense que un alternant donc, il peut avoir des contraintes parce que ça prend du temps. Néanmoins, c'est une personne vierge qui arrive dans ton agence. Et du coup, soit elle peut t'apporter un peu des billes sur ce qui se passe à l'école, parce que certaines choses évoluent, mais surtout une certaine page blanche qui peut te faire mettre en avant certains points que toi tu ne vois pas forcément Mmh. parce que tu as la tête dans le guidon en fait. Exactement. Et donc souvent je pense qu'ils sont pas assez écoutés les alternants, Ouais, mais en fait ça peut te faire un retour sur lui, comment il voit l'agence ouais. par rapport à ses cours. Enfin voilà, je sais pas toi ce que t'en penses, mais moi je le vois aussi un petit peu comme ça. Ouais, après et il y a une chose, en fait, principale, c'est que tout dépend aussi, en fait, on va dire, de la personne que tu es lorsque tu accueilles quelqu'un. Que ce soit un alternant, que ce soit quelqu'un à 80 qui revient d'un congé max. Un nouveau conseiller, peu importe. Exactement. Tout dépend, en fait, de l'accueil que toi tu vas lui réserver et également, en fait, du temps que tu vas lui accorder. Sur papier, très honnêtement, c'est le monde des bisounours. On a l'impression qu'on peut avoir toujours le temps d'accompagner, toujours être présent et cetera. Et après, il y a la réalité du terrain. Des conseillers absents, des clients avec qui, entre guillemets, il faut plus de temps, que ce soit en gros projet ou que ce soit malheureusement, bah, en réclamation. Hmm. Donc après, il y a la réalité du terrain. Cependant, quand, on a les bases, moi, par exemple, dans mon équipe, j'ai quelqu'un, qui n'a jamais fait de la banque, qui est issu d'un milieu, mais totalement à part. Donc là vous le formez en interne. Ouais. Après, ça peut être aussi intéressant parce que du coup, vu qu'il n'a pas été formé avant, Ouais, tu peux lui donner des billes que toi tu souhaites aussi. Ça dépend peut-être du profil, mais c'est ce que moi j'adore. Parce que quand on a quelqu'un de vierge, ce que je dis, c'est comme un nouveau téléphone. C'est vous qui mettez en fait les applications que vous voulez dedans. Et quand vous avez quelqu'un qui en a envie, qui a envie de se donner, bon, très sincèrement, c'est mon best performer. C'est mon meilleur commercial, c'est mon meilleur conseiller de mon agence. Parce que, vulgairement, il a été formaté.
comme moi je le voulais. Mmh. Donc, quand vous avez quelqu'un qui a envie, c'est que du bonheur. Parce que pour vous dire, lui, il était sportif, heu, il faisait de l'escalade à haut niveau et en fait derrière, bah, il a voulu se réorienter et c'est parce que c'est quelqu'un qui ne sort absolument pas du domaine bancaire. Et par contre, il y a des qualités qu'on peut retrouver. C'est un compétiteur, à côté de ça, c'est quelqu'un qui en veut tout le temps. Si vous lui donnez les billes et cetera, que vous lui expliquez les Ouais, choses, surtout s'il a connu le sport de haut niveau, c'est ça. il veut se challenger en permanence, ce Exactement. genre de choses. Ouais. Et en fait, c'est hyper appréciable parce que c'est avec, quelqu'un où, par exemple, quand on se pose le matin lors du brief, on se donne un peu les chiffres et cetera, comment on annonce la journée et tout. Après moi, j'ai une façon un peu différente de piloter, on va dire, mes conseillers, mais c'est quelqu'un que je challenge très facilement parce que je sais que lui, c'est ce qui va le faire avancer et c'est pour ça que c'est important quand on est directeur, d'adapter, en fait, son management et son coaching avec chacun des conseillers parce que tout le monde ne marche pas de la même manière. Il y en a qui vont être beaucoup plus à l'affect. Ça aussi, c'est du bonheur parce que moi, je suis quelqu'un qui marche à l'affect. Je suis quelqu'un aussi, on va dire, en bon soldat. C'est-à-dire que vous allez me dire ce qu'il faut faire, je vais lui donner les moyens et je vais donner surtout les moyens à mes conseillers parce que maintenant, entre guillemets, c'est plus à moi de réaliser ces chiffres-là pour que l'agence se porte bien. Donc, on peut dire que mon alternant, par exemple, je l'ai considéré vraiment comme un conseiller. Participe au brief, je lui donnais des missions. Bien sûr, il dépannait beaucoup parce que quand on a un accueil qui est absent, malheureusement, c'est triste à dire, mais c'est lui Oui, puis notre après, avance. ça dépend comment tu présentes les choses. Tout à fait. Il y a le fond, la forme. Avant qu'on rentre un petit peu plus vraiment dans ton rôle principal, du coup, pensez à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous souhaitez qu'on fasse un épisode 2 avec Ab, vous pouvez aussi nous dire en commentaire. Pensez à vous abonner, à liker, à activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochains épisodes. On va rentrer vraiment plus dans le vif du sujet. Comment tu décrirais ton rôle principal au sein de l'agence? Ouais. Et du coup, je suppose que tu as certains objectifs pour faire tourner la boutique, pour faire tourner l'agence. Du coup, qu'est-ce que ça signifie comme mission au quotidien? Qu'est-ce que tu mets en place? Euh, Tout d'abord, en fait, on va avoir, par rapport à la superficie, ou je sais pas comment je pourrais qualifier ça, et par rapport au nombre de clients de chaque agence. Ce portefeuille. Exactement. Disons que les agences, on a plusieurs portefeuilles, parce que chaque conseiller, en fait, a son portefeuille. Et comment caricaturer ça? On peut dire que moi, j'ai ma boutique, mais par contre, les conseillers ont leur propre boutique. Moi, je qualifie ça comme leur propre boutique, en fait. Un portefeuille, c'est leur boutique. Le but aujourd'hui, c'est d'augmenter les encours. Quand je vous parle d'encours, c'est pas forcément des montants, mais plutôt, par exemple, une comparaison par rapport au nombre de clients qu'on va conquérir, que ce soit en assurance, en épargne ou en crédit ou bien dans la banque au quotidien, par rapport à l'attrition qu'on va avoir. Donc là, tu veux dire qu'est-ce que je vais mettre en place au sein de mon agence pour attirer des personnes qui sont pas au sein de mon agence au jour d'aujourd'hui. Ouais, c'est-à-dire qu'on va avoir deux axes principaux, on va dire. On va avoir l'axe de développement, mais l'axe de fidélisation également. C'est-à-dire que si je te dis une bêtise comme ça, si je gagne par exemple 150 nouveaux clients cette année, mais que j'en ai perdu 250, la rentabilité, elle n'est pas là. Et en fait, aujourd'hui, on va beaucoup plus raisonner, on va dire, en termes de rentabilité d'agence. Que je t'ouvre, entre guillemets, 50 produits dans la semaine, et que derrière, j'en ai perdu 70, elle est où la rentabilité? D'où l'importance de fidéliser. Exactement. Et il y a des produits, on va dire plus vulgairement, qui sont plus fidélisants que d'autres. Comme quoi, par exemple? Aujourd'hui, par exemple, sans parler de crédit immobilier, l'un des produits les plus fidélisants, c'est l'assurance. Aujourd'hui, L'assurance quoi, par exemple, auto, l'assurance vie, exactement. tout type d'assurance. Plutôt, on va dire tout ce qui est euh, assurance de biens ou assurance de personnes. Ok. C'est très fidélisant. L'assurance d'habitation, Exactement. occupant, ce genre de choses. C'est-à-dire que toute la partie bien, on va prendre en compte l'auto, l'habitation. On va prendre en compte, par exemple, qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre? Est-ce qu'on pourrait mettre le portable, par exemple? Ça, on va dire que c'est beaucoup plus des assurances de biens. Et là où c'est fidélisant, c'est quand on a des bons contrats et que derrière, en fait, dès lors qu'un sinistre, entre guillemets, survient,
Aujourd'hui, j'ai la chance de travailler dans une enseigne où on a des contrats qui sont labellisés. Donc, on peut retrouver, par exemple, pour la voiture, on peut très bien aller sur l'Argus et regarder, en fait, il fait partie des top 3 des contrats. Et c'est là où la confiance, entre guillemets, est importante. La fidélisation, c'est une chose, et la fidélisation compte également quand il y a un sinistre, surtout. Aujourd'hui, légalement, si on doit caricaturer, il y a beaucoup de personnes, en fait, qui vont chercher le prix là-bas. Je parle vraiment en assurance. Après, ça peut s'appliquer sur plein de choses, hein. Mais aujourd'hui, si on doit fidéliser un client qui n'a pas de crédit immobilier, par exemple, la première fenêtre, c'est l'assurance. La réactivité de traitement, le remboursement du sinistre, et surtout, bah, bien sûr, toujours par rapport au tarif. Il faut être compétiteur et être compétitif surtout pour aller chercher des contrats. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la loi Hamon, qui a quand même ouvert beaucoup de portes. On peut changer d'assurance quand on veut, dès qu'on a plus d'un an de contrat. Il y a la mobilité bancaire qui a changé aussi, sur tout ce qui est compte courant, etc. Si on revient à 10-15 ans en arrière, vous ne pouvez pas changer de compte comme ça. Oui, et puis les anciennes mentalités, on rentrait dans une agence, sauf cas extrême, si il y avait un gros conflit, on va dire, les personnes se dirigeaient peut-être, c'était encore pas toujours le cas, mais vers une autre agence. Au jour d'aujourd'hui, on a vite tendance à vouloir changer parce qu'on veut tout et tout de suite. Donc oui, je pense qu'il faut être encore plus réactif, peut-être encore plus à l'écoute, plus professionnel, être plus qualitatif sur les produits et les services qu'on peut proposer. Ouais. Et c'est surtout qu'aujourd'hui, en fait, il y a tout le phénomène de néobanque aussi. Il ne faut pas oublier. Bien Tout ce sûr. qui est bourseau, tout ce qui est, enfin, j'en cite d'autres, hein, Nickel, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hello Bank. Hello Bank. Donc, on en a plusieurs, entre guillemets, qui ont des grosses, on va dire, des grosses frappes. La gratuité, etc., etc. Nous, on va dire que, voilà, sans citer l'agence pour laquelle je travaille, je fais partie des agences traditionnelles. Aujourd'hui, nous, notre grosse force de frappe, en fait, ça va beaucoup plus être la qualité de service. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup, moi, avec mes conseillers. C'est ce phénomène de quand on paye quelque chose, on attend quelque chose. Aujourd'hui, rien ne vous empêche de faire un compte bourseau en espèce de 2 jours, etc. Derrière, vous n'avez pas pensé à titre. Moi, ce que je veux mettre en avant, c'est que, par exemple, pour avoir l'expérience banque en ligne Ouais. et banque en physique, quand tu essaies de joindre une banque en ligne, en général, c'est pas tout le temps le cas, mais ça te prend plus de temps. Bien sûr. Moi, je sais que ma conseillère, d'ailleurs, si un jour elle tombe sur le podcast, qui est très réactif, elle, c'est vraiment son atout. Elle n'a pas que ça, mais son atout principal. Je sais que si je l'appelle, elle me répondra instantanément, ou si elle n'est pas disponible, parce qu'elle a rendez-vous client, etc., elle va me rappeler tout de suite. Est-ce que tu sais pourquoi? Pareil que si je lui envoie un mail, dans la journée, j'ai une réponse. Chose qui n'est pas tout le temps le cas, parce que j'ai eu d'autres personnes et ce n'est pas tout le temps le cas. Donc je tiens à souligner que ça, c'est un vrai atout. Ouais. Pour te dire, au jour d'aujourd'hui, elle est toujours dans le même établissement bancaire, mais elle change d'établissement. Ouais. Mais je vais la suivre. Parce qu'elle a ces côtés-là, pas que, encore une fois, mais parce qu'elle a une qualité d'accompagnement, avec tout ce que j'ai cité plus le reste, qui fait que tu as envie de collaborer Exactement. et d'échanger avec elle. Et moi, c'est du donnant-donnant après, du coup, derrière. On est d'accord. C'est pour ça que, première chose que tu as rebondi et que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, aujourd'hui, les banques traditionnelles, on a vulgairement des stats. C'est-à-dire qu'on a des stats sur le taux de réponse, mais on a également, en fait, des stats sur la réactivité. Moi, par exemple, je peux ouvrir mon tableau de bord demain et te dire exactement, en fait, combien de temps met mon agence, et je peux voir par collaborateur aussi, combien de temps met mon agence pour répondre à mes clients. Live, chez nous, c'est 24 heures sur les mails. En général, mes conseillers, alors bien sûr, en heure d'ouverture, Bien sûr. d'accord. Quand il y a les week-ends, etc., ça ne compte pas. Enfin, c'est assez drôle parce que des fois, on reçoit des mails des clients à 2 heures du matin. Bah, ça, c'est pas grave, ça peut t'arriver d'envoyer un mail. Exactement. Mais si tu sais que le lundi ou le mardi, t'as ta réponse, Tout à fait. c'est OK. C'est OK. C'est exactement ça. Et à l'heure d'aujourd'hui, en fait, moi, aujourd'hui, par exemple, si je me connecte, moi, mes conseillers ont été des traitements de 4 heures. Et parce que je les ai inculqués à ça. Ils sont réactifs. Et vraiment, comme je te dis, aujourd'hui, on paye un service. C'est pour avoir une qualité de service en face. Aujourd'hui, que ce soit toi ou moi, je me comprends dedans. Pourquoi je paierais, par exemple, une carte Visa premier environ à 150 € à l'année, sachant que si je loue chez Bourseau,
elle est gratuite. Qu'est-ce que j'y gagne? Surtout avec l'inflation, le pouvoir d'achat, On est d'accord. chaque euro compte. On est Donc d'accord. les personnes sont regardantes de tout ça. Exactement. Moi, le premier, hein. Pourtant, je travaille dans ce domaine-là. Aujourd'hui, qu'est-ce qui me fait rester entre guillemets dans une banque traditionnelle? Ben, parce qu'en fait, j'ai cette qualité de service. J'ai un conseil attitré. Aujourd'hui, grâce aux applis, etc., enfin, excuse-moi de te dire ça comme ça, mais ton conseiller, tu le travailles par toi et tout. Après, c'est aussi un relationnel. Bien Je dis sûr. pas à toutes les personnes de le faire, mais moi, il est assez fréquent. Par exemple, si ma conseillère fait une délégation, parce qu'aujourd'hui ça marche comme ça, pour m'obtenir un crédit immobilier ou ce genre de choses, ou même tout simplement si elle m'accompagne correctement, elle est réactive, des fois juste un petit bouquet de fleurs, un petit cadeau, une petite attention, en fait, fait que tu collabores réellement avec cette personne. Et du coup, c'est pour ça que je te dis, après, c'est du donnant-donnant. Tu vas souscrire l'assurance, tu vas pas être forcément regardant sur le prix. Bien sûr. Donc, c'est du donnant-donnant. Si la personne, elle répond en fonction du prix que tu payes à l'année à tes services, à tes produits, et en temps, on va dire, record par rapport à des banques en ligne, ce genre de choses, t'as envie de collaborer, de continuer avec. C'est vrai. Donc, je comprends que tu mettes ça en avant avec tes collaborateurs. Et c'est encore plus difficile quand on est dans un secteur et surtout une ville, par exemple, qui bouge beaucoup. Ça se ressent même au niveau de la consommation et de la réaction. Moi, je suis normand d'origine. J'ai fait plus de la moitié de ma carrière en Normandie. Là, actuellement, je travaille en Île-de-France. Les choses vont beaucoup trop vite. Et je l'ai même ressenti parce que lorsque malheureusement j'ai eu des problèmes de train, des choses comme ça, etc., je suis rapatrié dans une agence normande. J'ai la chance aujourd'hui que, on va dire, grâce au Covid, tout ce qui est entre guillemets en ligne, c'est beaucoup plus développé, même pour nous. Télétravail, ce genre de choses. Exactement. Et même au niveau de nos logiciels, qui nous permettent beaucoup plus de faire des choses à distance. Alors qu'avant, c'était beaucoup plus contrôlé, il y avait beaucoup plus de bloquants. Et j'ai pu voir, ne serait-ce que même pour les conseillers, le rythme de travail dans une agence, par exemple, normande. Pourtant, on fait le même travail, on est conseillers, etc., etc. Et de regarder, en fait, mes conseillers en Ile-de-France. En Ile-de-France, les choses vont beaucoup trop vite. Même si je devais parler, on va dire, du métier en lui-même. Le turnover de conseillers en Ile-de-France, c'est en moyenne 2 à 3 ans. Quand vous reculez, vous êtes en Normandie, etc., c'est comme je vous le disais en début de vidéo. Il y a encore des personnes qui sont très attachées, en fait, à leur confort de vie. Donc, qui vont rester au même poste 10 ans, 15 ans, voire même des fois toute leur carrière. Parce qu'ils ne veulent pas déséquilibrer cette chose. Quand vous avez des personnes qui sont à 15 minutes de leur travail, qui peuvent quitter, aller chercher leurs enfants, déposer, etc., ils ne cherchent pas plus. En Ile-de-France, tu as la moyenne d'un poste, c'est 2 ans. Tu ressens qu'en Ile-de-France, chaque personne va vouloir saisir chaque opportunité, Exactement. va regarder le marché en permanence. Tu vas en permanence. Et puis, vous voyez de toute façon en Ile-de-France, les gens viennent nous chercher en plus. Chasseurs de tête, tout bêtement. J'ai fait à peu près 13 ans de ma carrière en Normandie. Les chasseurs de tête, T'en as pas vu. pas pour ça. J'ai fait 1 an en Ile-de-France. Ne serait-ce que par contact, quand j'étais conseiller, parce que j'ai commencé en tant que conseiller aussi en Ile-de-France. J'étais conseiller privé. Et sur un montage, par exemple, moi j'ai toujours appris, entre guillemets, ça c'est grâce à mes expériences, grâce à mes précédents directeurs, etc., que la clé c'était l'immobilier en fait, dans un premier temps. Si vous arrivez à accompagner bien comme il faut sur un crédit immobilier un client, pour réaliser entre guillemets le projet d'une vie pour lui, et vous de votre côté en fait vous avez été réactif, apporter les questions, les réponses aux questions des clients, l'accompagner en fait du début du projet jusqu'à la signature du notaire, vous avez cette confiance en fait qui se crée automatiquement. Et si la confiance en toi, c'est ce que je mettais en avant tout à l'heure. Exactement. Il va prendre l'assurance habitation. Exactement. Tu risques de les faire prendre l'assurance voiture tout de suite ou après. C'est ça. Donc, c'est un package global. Ouais. Et c'est surtout garder en fait cette relation sur le temps. Et on a entre guillemets des logiciels qui nous permettent par exemple dans différentes banques, c'est d'avoir des rappels par exemple. Je te dis une bêtise, mais un truc qu'on a très concrètement, nous, par exemple, dans l'entreprise où on travaille, c'est les entrées en relation. Il y a quelque chose qui se déclenche. Et en fait, 6 mois après, on a une alerte.
pour simplement faire l'appel de courtoisie. Ça fait 6 mois que vous êtes chez nous. Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce qu'il y a des choses, entre guillemets, qu'on peut améliorer? Est-ce que vous avez des choses qui ont changé en 6 mois? On a ce qu'on appelle aussi l'appel de courtoisie du directeur. À un mois. On parle d'immobilier. En ce moment, on est un petit peu en plein dedans. On sait pas trop où ça va, les lois de finances, etc. Et surtout les normes du HSF. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots, toi, comment tu vois les choses? Est-ce qu'au sein des agents, vous êtes toujours bloqué par les normes du HSF? Si oui, est-ce qu'il y a des délégations possibles? Si c'est le cas, comment vous mettez en place les délégations? Sous quels critères? Ouais. Et on n'a pas de boule de cristal, mais toi, comment tu vois un petit peu les prochains mois ou l'année 2026? Comment elle risque de se dérouler par rapport à l'obtention de crédit et tout ce qui en découle? Je dirais que la difficulté restera la même, je pense. Et au niveau des normes, on a un quota en fait à respecter. C'est-à-dire que je ne sais pas au niveau national, mais je sais que nous, au niveau agence, on a des critères à respecter. C'est-à-dire que on peut monter des dossiers dans les normes HCSF. Il faut bien distinguer en fait un taux d'endettement d'un taux d'effort. C'est-à-dire que c'est deux choses différentes. L'endettement ne doit pas dépasser les 33%. Une fois qu'on les dépasse, c'est là où on va commencer à calibrer la chose pour raisonner en fait sur le taux d'effort. C'est sur celui-là en fait que les normes HCSF sont basées. On ne peut pas présenter plus de 20% en fait de nos dossiers dans ces normes-là. Aujourd'hui, comme tu disais tout à l'heure, le pouvoir d'achat, la vie, on y arrive plus facilement dans ces normes-là. Cependant, on est tenu dans l'agence de respecter également notre prorata d'obtention de crédit par rapport à ces normes-là, par rapport aux normes classiques. Ce que tu veux dire, c'est que tu aurais par exemple une enveloppe que tu peux pas dépasser avec un C'est une enveloppe. avec un certain budget, peut-être. Non. On va plutôt parler de taux d'obtention. C'est-à-dire que, on va dire, admettons que cette année, on monte, si on monte par exemple 40 dossiers immobiliers. Dans ces 40-là, on ne doit pas dépasser 20% Qui vont être délégués. qui vont être délégués. Ouais. Dans les normes HCSF. Donc, on va prendre plutôt des chiffres ronds. Donc, sur 100 clients, ça veut dire qu'il n'y en a que 20 qu'on pourra faire passer dans ces normes-là. Et encore une fois, vulgairement, on va parler de revenus clients. Et pourtant, je suis défendeur de ça. C'est pas parce qu'en fait on a des forts revenus qu'on ne représente pas forcément un plus gros risque. Et pourtant, c'est l'air de la guerre. Aujourd'hui, on va plus tendance à favoriser un dossier où par exemple un couple gagne à eux deux plus de 120 000 euros à l'année qu'un couple qui va gagner 25 000 euros chacun. Et pourtant, c'est eux qui sont quand même beaucoup plus assujettis à avoir un endettement qui va être beaucoup plus fort puisque les revenus vont être un peu plus faibles. Donc cette balance-là, elle est très dure. Et tu fais quand même la balance au sein de l'agence sur le côté épargne. Parce que là, tu te fixes par rapport aux revenus, mais tu vas avoir des personnes qui gagnent 10 000 euros par mois, il ne va rien leur rester à la fin du mois. Exactement. VS, des personnes qui vont gagner 2005, mais qui vont, par contre, ont le mindset d'épargner, ce genre de choses. Tout à fait. Il y a bien une chose que j'avais retenue de mon père à l'époque, qui disait tout le temps, l'important c'est pas forcément combien tu gagnes, mais ce qui te reste en fait à la fin du mois. Moi, je suis totalement d'accord avec ça. Je suis d'accord aussi. Cependant, aujourd'hui, quand on calcule un endettement, on se base en fait sur ce que tu gagnes et non ce qui te reste. Et c'est ça qui est difficile à faire comprendre en fait. Et que je trouve très dur parce que moi j'ai été éduqué comme ça pendant toute une enfance. Et qu'aujourd'hui, en fait, dire non à des clients qui sont capables, par exemple, d'épargner, je te dis une bêtise, une personne qui va gagner 2 000 euros par mois et qui gère très bien son budget, etc., qui se dégage, par exemple, je te dis une bêtise, mais la moitié de son salaire en épargne. Oui, parce qu'elle a la vision, elle est minimaliste. Exactement. Et dire non à ce type de client, parce qu'en fait, on ne pourra jamais lui prêter 1 000 euros par mois, parce qu'en fait, en termes d'endettement, ça représente quand même 50%. Alors que, dans les faits, c'est un client qui est largement capable. Même s'il a un projet rentable avec un loyer qui couvre largement Alors, le crédit, tu le prends pas en compte, comment ça se passe? dans le locatif, c'est encore différent.
Là, tu parlais vraiment résidence principale. Là, je parlais résidence principale. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les Français, d'une manière générale, ont confiance en la pierre. Et ont beaucoup plus tendance, en fait, à investir d'abord dans leur résidence principale. Et je trouve que c'est un choix judicieux, pardon, dans un premier temps, parce que l'impact, entre guillemets, du locatif sur la résidence principale n'est pas la même que l'inverse. Aujourd'hui, admettons, tu pars sur du locatif, cet endettement-là va créer, dans le sens où, quand on fera ton tableau des charges, lorsque tu vas emprunter pour ta résidence principale, dans ton tableau des charges va déjà exister un crédit, celui du locatif. Même si aujourd'hui, on a la chance que les revenus sont quand même prêts à 100%. Mais il ne faut pas oublier ce risque-là. C'est-à-dire que si on prend en compte le risque de non-location, le risque d'impayé, et également le risque, malheureusement, des aléas. Aujourd'hui, quand tu investis, etc., Les aides, je veux dire, travaux ouais, qui sont pas prévus dans l'enveloppe, ce genre de choses. même pire que ça, par exemple, un changement de locataire, et à ce moment-là, je te dis une bêtise, tu retrouves ton appartement saccagé. Malheureusement, c'est des coûts que tu n'as pas prévus parce que des fois, malheureusement, en fait, j'ai envie de te dire, ton bien locatif, tu le revois peut-être 3 ans, 4 ans après. Et toi, t'avais prévu juste un petit coup de rafraîchissement, mais en fait, ça se passe pas comme ça. Exactement. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, avec tout ce qui est norme au niveau des DPE, il y a des biens qui étaient loués jusque-là sans souci, etc. Aujourd'hui, en fait, on a une tendance à aller vers vraiment l'économie d'énergie. Donc, des fois, en fait, tu te retrouves à vendre ton bien que tu avais acheté peut-être à l'époque, on va prendre des chiffres ronds, 100 000 euros. Mais aujourd'hui, avec toutes les normes, etc. et tout, le locataire, en fait, n'est pas obligé de payer ton loyer si jamais il n'est pas dans les normes. Donc, il faut dégager aussi ces travaux-là. Donc, tu as des biens, entre guillemets, je vais te parler d'un cas concret. Hein. J'ai un ami qui avait acheté à 80 ou 90 000 euros en même temps que moi, c'est-à-dire en 2015. On avait 25 ans tous les deux. Donc, il y a une dizaine d'années. Exactement. Les biens encore n'étaient pas montés. Le Covid n'était pas encore passé par là. Les taux immobiliers ne montaient pas encore. Année 2015, c'était une des meilleures années. 2015, 2016, etc. Parce qu'il y a la forte baisse des taux qui permettent en fait d'avoir de nouveau du pouvoir d'achat, la possibilité d'investir, la possibilité d'être propriétaire. Et malheureusement, en fait, par exemple, cet ami-là, aujourd'hui, il revend son bien. Au niveau du DPE, c'est malheureusement il y a une grosse déperdition. Il croit dans les G. dans les dernières lettres. La dernière. Son bien, il l'a vendu 68 000 euros. Et sachant que pour remettre aux normes, pour qu'il passe en locatif, il y a 110 000 euros de travaux à prévoir. Ok. Mais est-ce que aussi tu peux pas prendre le chemin en sens inverse? Est-ce que aussi c'est pas lui, c'est une supposition. Est-ce que ça serait pas lui aussi qu'à la base, il avait peut-être pas assez de connaissances dans le sens où peut-être qu'il a pas acheté en dessous du prix du marché, il avait pas optimisé les travaux, ce genre de choses. Parce qu'il y a aussi tout ça. Bien sûr. Il y en a qui se lancent, ils n'ont pas de notion, ils sont pas formés, ils sont pas renseignés. Et du coup, ils achètent au-dessus du prix du marché. Ils se rendent compte qu'à la fin, en fait, réellement, ce que c'est une rentabilité brute, nette après impôt. Et peut-être qu'en fait, tout simplement, ils sont dépassés. Donc, je dis pas ça pour ton ami. Non, je comprends. Mais ça peut arriver, je pense aussi. Ça peut arriver. Après, aujourd'hui, lorsque lui a investi, c'était pour sa résidence principale. Donc, je pense que quand on se pose la question entre un investissement et, enfin, quand je parle d'investissement, bien sûr, c'est locatif, et lorsqu'on acquiert en fait sa résidence principale, 90% des gens, quand ils achètent leur résidence principale, ils se projettent vraiment sur une vie. L'émotion, le coup de cœur. Exactement. Chose que tu dois mettre plutôt de côté quand tu fais du locatif. C'est plus à mettre de côté. C'est, pour moi, quand on investit sur du locatif, il faut penser rentabilité avant tout. Très concrètement, aujourd'hui, si je te disais à toi, t'achètes un bien sur Paris, par exemple, tu vas penser locatif. Tu vas pas penser résidence principale. Résidence principale, tu vas beaucoup plus te concentrer sur, par rapport à ton lieu de travail, la proximité avec tes proches. Et quand tu vas raisonner par rapport au bien en lui-même, tu vas vérifier l'agencement, tu vas vérifier, tu vas projeter dedans. Sur du locatif, la seule chose, c'est la rentabilité. Peu importe comment, entre guillemets, est agencé le bien pour toi, parce que ce qui ne va pas te convenir à toi va te convenir à quelqu'un d'autre. Ce qui marche très fortement, en général, sur le locatif, c'est bien
étudiant dans une ville montante, parce qu'il y a un turnover pas possible sur la durée des études, c'est assez garanti parce que derrière, c'est les parents qui sont là. Donc l'étudiant lui-même, en guillemets, s'il fait de la tendance, etc., bien sûr, c'est un plus. Mais tu sais très bien que derrière, il y a des parents. Deuxième chose qui marche très bien, c'est tout ce qui est médicalisé senior. On sait très bien que ces personnes-là, en général, soit ils ont eu un bien, donc ils lui ont vendu, etc., pour être dans un secteur où ils sont tout à proximité, pour être soignés rapidement, et pour être, entre guillemets, aussi avec des personnes, on va dire, de leur âge, de leur environnement. On va dire caricature, mais Oui, tu caricatures, mais ça donne des bases, des idées. exactement. Mais c'est des secteurs qui marchent très bien. Et encore une fois, je vais parler vulgairement. Et toi, qu'est-ce que tu t'en fous que ton bien ait un balcon de 10 mètres carrés, une chambre, entre guillemets, attenant à une cuisine? Tu vas pas te projeter toi dedans. Toi, ce que tu vas voir, c'est la rentabilité, le turnover, et réellement, entre guillemets, ce que tu vas pouvoir en dégager, que ce soit pendant la période d'investissement, mais aussi le après. Tu vas raisonner en rentabilité plutôt brute lorsque tu fais une acquisition avec un crédit, et bien sûr prendre tout en compte, toutes les assurances qui sont liées. Comme je le disais tout à l'heure, le risque d'impayé, ça à prendre en compte aussi. Le foncier qui ne cesse d'augmenter. Exactement. Tout ce qui est impôts liés, etc. Et je sais que j'avais regardé un de tes podcasts, enfin surtout un short, qui disait de se renseigner en fait sur la fiscalité avant d'investir. Et ça, c'est une base en fait. Beaucoup de personnes aujourd'hui se lancent, comme tu disais dans ton podcast, c'est d'acheter pour être propriétaire, être entre guillemets un investisseur, sans voir tous les à côté. Moi-même, j'ai transformé entre guillemets ma résidence principale en locatif à un moment. Parce que j'ai eu des projets de vie, j'ai eu des changements de vie, notamment Paris, etc. Me rapprocher un peu plus de mon travail, etc. Et je l'ai mis en location à des amis. Je me suis dit, Valeur sûre. valeur sûre. Et c'est vrai, j'ai jamais eu un impayé. Je l'ai loué moins cher parce que un geste de ma part, vraiment, c'est des amis. Et encore une fois, j'avais mal calculé mon coût. Ok, je me suis renseigné au niveau de la fiscalité. Pour rien me cacher, je l'ai loué meublé. Parce que moi, très clairement, c'était ma résidence principale. Je partais, entre guillemets, pour une autre vie. J'ai vraiment tout laissé dehors. Donc ça me permet, moi, au niveau de la fiscalité, de dégager 50% de moins. Tu faisais un abattement. Exactement. Quand vous louez meublé, on a moins 50%. Oui, soit abattement, soit réel. Exactement. Moi, l'avantage, c'était l'abattement. Parce que mes affaires, je les avais déjà dedans. J'avais pas de travaux à prévoir. Bon, tout ce qui était frais, en fait, je m'y retrouvais pas. Bien sûr. Par contre, l'abattement des 50% m'a arrangé le coup. Derrière, bah, t'as quand même le foncier. Parce que toi, t'es propriétaire. T'as tout ce qui est assurance. Mais ce qu'on oublie très souvent, C'est les intrus. et ouais. Et ça, malgré tout, sur une année, en fait, c'est ça qu'on oublie. C'est lorsqu'on est locataire, tout ça, en fait, c'est pas notre charge. Quand vous êtes propriétaire dans votre résidence Et principale, j'ajouterais qu'il y a de moins en moins de charges quand tu es locataire parce que tu délègues au maximum, tu veux tout aller de plus en plus vite. Tu exactement. ne prends pas d'initiative. Ouais. Avant, tu avais la taxe d'habitation, tu l'as plus. Donc, au jour d'aujourd'hui, il y a une vraie problématique. Qu'est-ce qui va en devenir dans les années futures pour les propriétaires et pour leur donner toujours envie d'investir dans la pierre et de faire grandir leur patrimoine en France et pas à l'étranger, qu'on constate de plus en plus malheureusement. Bah, disons que à l'heure d'aujourd'hui, quand tu regardes vraiment, enfin, j'ai vraiment cru comprendre quand je regarde tes podcasts, etc., c'est que t'as quand même une attache immobilière, toi. À l'heure d'aujourd'hui, en fait, ce qui serait intéressant, vraiment, c'est de peser, par exemple, l'investissement immobilier et l'investissement en épargne, tout en restant locataire. Parce que très clairement, en fait, quand tu es propriétaire et que tu loues, il y a tous ces imprévus que tu as. De l'autre côté, en fait, tu peux très bien rester locataire toute une vie. On peut très bien prendre en compte pour une charge de crédit à 1000 euros, une charge de loyer à 1000 euros, par exemple. Faire le comparatif. Et tu verras que l'écart que tu investis là, en épargne, quand je te parle d'épargne là, de ce cadre-là, c'est de l'épargne sur du long terme. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, qui pensent que du jour au lendemain,
tu vas devenir entre guillemets millionnaire parce que tu as fait un bon coup, etc., etc., etc. Ouais, je parle sur du 8 ans, 10 ans. Exactement. Aujourd'hui, les personnes qui font ça, il faut aller sur du trading, en quelque sorte, si tu veux faire des gros coups, etc. C'est plus du tout la même chose. C'est plus la même chose. Le risque n'est pas le même, C'est volatile. ultra volatile. Et c'est pour ça que beaucoup de banques, par exemple, on va parler entre guillemets sujets concrets, tout ce qui est Bitcoin, etc., etc., c'est que du virtuel. Tu n'as rien en face qui te garantit quelque chose. Aujourd'hui, ça peut valoir 90 000 euros. Tu te connectes demain, ça en vaut 30. J'ai déjà fait le test une fois. Je me suis dit, je m'aventure un petit peu là-dedans, juste pour voir comment ça fonctionne. Parce que c'est pas ce qu'on nous apprend en banque, par exemple. J'ai fait une semaine. C'est à la seconde, les choses. Si tu loupes le coche, et c'est pour ça qu'il y a des applications qui sont quand même bien faites, qui te disent par exemple de vendre dès lors que le produit arrive à temps, d'acheter au moment où le produit arrive à temps. Encore une fois, je trouve que c'est tout un autre métier. Pour moi, ça sort encore plus du cadre bancaire. Mais si on raisonne vraiment sur ton côté, où toi, tu as vraiment une affiliation par rapport à l'immobilier, il serait intéressant de voir, par exemple, combien ça te coûte concrètement. Parce que beaucoup de personnes, en fait, oublient tous les frais annexes. Lorsque tu investis, tu as les frais de notaire, qui sont quand même beaucoup plus importants sur l'ancien. Tu as les frais d'agence, quand tu passes par un agent immobilier. Tu as totalement raison. Après, c'est pour ça qu'il faut voir aussi la fiscalité, comme on disait. Exactement. Si t'es au réel, ça peut être intéressant. Tout à fait, les fiscalisent. Donc, ouais, mais il faut quand même l'avoir. Même si tu défiscalises, il faut avoir de la trésorerie pour le sortir à la base. Exactement. Donc, bien évidemment. Surtout quand tu parles de frais réels. Quand tu engages par exemple des gros travaux, c'est soit en gros, tu as la capacité encore d'emprunter, mais dans ce cas-là, tu réinjectes même les intérêts du prêt, etc., les assurances et tout, ou alors tu as ces fonds propres que tu sors. Et encore une fois, il y a beaucoup de personnes en fait qui oublient tout cet investissement fait en fait sur le bien immobilier. Aujourd'hui, très sincèrement, si je devais moi repartir à zéro, j'investirais pas en immobilier. Voilà, si on s'en pas d'accord. C'est pour ça que je te parle de ça. Et que pour moi, il faut faire vraiment un comparatif. Parce que très clairement, en fait, si tu regardes par exemple combien ça coûte le crédit, parce que tout le monde oublie tous les intérêts que tu payes pour toute la durée du prêt. Et ça, entre guillemets, je dis vulgairement. Pour moi, les coûts à faire, c'était dans les années 90. Et encore une fois, faut encore raisonner, hein, parce que les taux n'étaient pas les mêmes non plus. Moi, j'ai connu mes parents qui ont emprunté sur du 12, du 13%. Aujourd'hui, on est à 3, 3,5, et on se plaint. Je pense qu'il faut regarder ce qui se fait aussi, même dans les autres pays. Tout à fait. Et qu'on n'est pas si mal loti que ça. Au niveau de l'obtention du crédit, je suis d'accord. Après, le problème qu'on a en France aussi, c'est que on a connu des belles années aussi, que ce soit au niveau du prix immobilier. Là où je trouve encore la chose, on va dire, très intéressante, c'est dommage, par exemple, que Pinel, etc., s'est arrêté. C'est dommage. Parce que il y avait vraiment ce phénomène de payer, entre guillemets, pour avoir une garantie. Mais à côté de ça, on pouvait défiscaliser, en fait, pendant 6, 9, 12 ans. C'était génial. Le programme s'est arrêté de mémoire l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne sais plus exactement. Mais vraiment, si on veut faire des gros coups en immobilier aujourd'hui, il y a 2 choses que moi, je vois, en tout cas. La première chose, c'est dans l'ancien. Et la deuxième chose, c'est d'avoir, entre guillemets, des connaissances dans le domaine. Soit vous les avez vous-même, ou alors connaître des gens qui sont dedans. Parce que c'est là où, en gros, on peut vraiment parler de rentabilité. Aujourd'hui, quand on s'aventure, entre guillemets, sur une ancienne pure, où il n'y a pas de travaux, etc. et tout, je fais le calcul de ce que tu payes en assurance de bien, en assurance de prêt, intérêt. C'est pour ça que si jamais tu fais le calcul, par exemple, sur un tableau d'amortissement, tu prends uniquement tout ça, tu payes presque le double du bien. Un bien qui t'a coûté à l'achat 150 000, tu rajoutes les frais de notaire, tu rajoutes les frais d'agence, qui en général sont de ton apport. Parce que globalement, sur l'ancien, c'est 10%. Tu achètes un bien 150 000, tu dois avoir minimum 150 000 sur la table. Sauf que, avec les normes d'aujourd'hui, etc., on demande de l'apport net sur le projet. Et c'est ça qui a beaucoup changé. Moi, j'ai commencé dans l'immobilier, etc. Tu pouvais encore faire ce qu'on appelait des financements à 110%. Oui, chose que j'ai fait au début. Exactement. Et ça, c'était comme le confort. C'est-à-dire que tu ne démunissais pas de cette épargne. Là, tu avais vraiment l'effet de levier. Et ouais. Mais chose que j'encourage toujours à faire, parce qu'il y a quand même un effet de levier. Après, partir où je te rejoins, c'est par contre se diversifier. Ouais. J'ai plus la même vision à se La dire, diversification, je suis totalement mettre tous ses œufs dans le même panier. Ouais. Et peut-être, c'est là où tu voulais en venir, mettre sur des SCPI. Ouais. Voilà, il y a plusieurs choses, des assurances vie. Ouais. En fait, ce qu'il faut savoir aujourd'hui. c'est que
C'est intéressant parce que du coup, tu parles de produits et cetera. En fait, les produits, il faut savoir que c'est plus, entre guillemets, «des niches fiscales». L'assurance vie est une forme de niche fiscale. Tu as le PEA, qui est une forme de niche fiscale. On va dire que ces 2 produits phares, sont destinés à des produits différents. PEA, comme son nom l'indique, c'est plan d'épargne en actions. Tu peux mettre que des actions dedans. L'assurance vie, on va dire que tu peux mettre plutôt des fonds qui peuvent être orientés actions. Mais dedans, c'est beaucoup plus assujetti, par exemple, à tout ce qui est obligations, Mhm. des fonds à formule. Je sais pas si tu vois le fonds à Ouais, formule. fonds en euros aussi, qu'on propose beaucoup. Alors, le fonds euro, en fait, c'est la base de l'assurance vie. C'est-à-dire que c'est, entre guillemets, ce qu'il y a de plus sécuritaire. Ça, c'est le risque 1, 2 sur votre échelle en général. Exactement. C'est même. Mais, vulgairement, si je dois parler vraiment de rentabilité et de risque, en fait, il faut savoir que tu prends un graphique, tu traces une courbe comme ça, tu te mets le risque ici, et tu te mets la rentabilité ici. Plus tu vas aller chercher de la rentabilité, plus tu vas être exposé au risque. Sur les marchés, en tout cas. Le fonds informel, par exemple, ce que j'ai cité tout à l'heure, ça va permettre, entre guillemets, à des épargnants de commencer, entre guillemets, à rentrer un peu sur les marchés. Parce que tu as le phénomène de ce qu'on appelle la protection contre la baisse, qui peuvent aller suivant les fonds informels de -10 à -20, -30, voire même -50. C'est-à-dire que, je vais te donner un cas, on va dire, concret. Tu as des fonds informels, en fait, qui vont être sur, en général, 6 ans. C'est la moyenne. Est-ce que c'est là où, par exemple, voilà, tu te mets sur 5 ans, 6 ans, 8 ans, Mhm. on va dire c'est bloqué et on te garantit une rentabilité? Là, tu es beaucoup plus sur de l'obligation. Ok. L'obligation, en fait, c'est un titre de créance. C'est-à-dire que vulgairement, par exemple, aujourd'hui, ma banque a un besoin. C'est-à-dire que j'ai un besoin, je t'ai dit une bêtise, mais par exemple, on va dire que j'ai besoin de fonds pour créer un nouveau service, besoin de fonds pour créer des agences. Là, c'est à l'échelle macro, c'est pas mon domaine. La banque va émettre ce qu'on appelle des créances. C'est-à-dire qu'en fait, nos rôles sont inversés. Moi, je deviens, du coup, l'emprunteur et toi, tu deviens le prêteur. Donc, toi, en gros, en prenant des titres de créance de ma part, par exemple, tu me prends 10 000 euros. Ça veut dire que moi, je te dois 10 000 euros, en quelque sorte. Ce qui va se passer, c'est que par exemple, on va émettre une obligation sur 8-10 ans, c'est à peu près la moyenne. Ce qui va se passer, c'est que au bout de 10 ans, moi, je vais te rendre ton capital avec les intérêts qui ont généré pendant toute cette période. Donc, là, en fait, nos rôles se sont inversés. C'est toi qui deviens prêteur à mon égard et moi, je deviens te c'est les dois. Exactement. Ça, c'est plutôt un type de créance. Un fonds à formule, ça reste sur les marchés. Ça va beaucoup plus être orienté sur des domaines. Par exemple, je te dis une bêtise, on va avoir un fonds orienté, on va dire, développement durable ou nouvelles technologies. Ou... peu importe. Ce fonds-là, par exemple, il va être sur 6 ans. Et il va avoir des fenêtres de tir, ce qu'on appelle. En général, c'est soit tous les ans, et la moyenne, c'est plus tous les 2 ans. Ce qui va se passer, c'est que toi, tu vas par exemple mettre 10 000 euros. Je vais te dire, et tout est précisé en fait dès le début. Tu connais la rémunération, tu connais l'horizon de placement, et tu connais enfin le degré de protection. On va investir. Je vais te dire, voilà, aujourd'hui, on investit 10 000 euros sur ce fonds-là, ça représente ça, 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 ça. Enfin, bien sûr, toujours dans le besoin client. Mhm. Et toujours, bien sûr, ton appétence au risque. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies un minimum de connaissances. Pas d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on peut même proposer à des débutants. Tout va dépendre en fait de ce que ça va représenter par rapport à ton patrimoine. Oui, est-ce que tu es prêt à perdre de l'argent? Est-ce que par contre tu veux que ça soit sécurisé Ouais, complètement? ouais, Est-ce que tu es prêt à perdre peut-être une partie, mais pour en gagner peut-être beaucoup plus? exactement. Et ça, c'est ce qu'on appelle en fait tout ce qui est questionnaire de compétences financières. C'est-à-dire qu'on va te poser plusieurs questions, etc. Mais en fait, ça va délimiter un problème que tu as. En général, quand tu ouvres une assurance vie, c'est ce qu'on te fait remplir. Toujours. Même si tu pars sur du 100% sécuritaire, ce questionnement en fait est important. Et en général, il est valable 2 ans. Donc, et après, on te le fait de nouveau Tous les 2 ans, c'est obligatoire. voilà, pour voir si ton mindset Ouais, ou même tes projets ont changé, voilà, tout simplement. c'est ce que j'allais dire. Donc, tu peux très bien proposer en fait ce genre de formule, même à des personnes totalement débutantes. Et encore une fois, ça va vraiment dépendre de ton patrimoine global. C'est-à-dire que, imaginons, tu as 10 000 euros de côté, toi, et que tu es débutant, je ne pourrais pas te proposer d'investir tes 10 000 euros sur ce fonds-là.
Parce qu'en fait, l'équilibre entre ton patrimoine et le risque que ça va représenter et ton profil ne va pas concorder. Même si, entre guillemets, moi, je crois en ce produit, je, je te propose ça, etc., c'est pas ça qui va délimiter les choses. Par contre, je peux très bien te proposer, toi, par rapport à ton profil, admettons tes débutants, etc., je peux te proposer de commencer avec 1000 euros, qui représente au final 10% entre guillemets de ton capital. Exactement. Et attention, dans ce capital-là est pris également tout ton patrimoine. C'est pas parce que tu as 10 000 euros de liquidité. On peut prendre également en compte ton patrimoine immobilier. On peut prendre également tout plan d'épargne d'entreprise, par exemple. Ce que tu as avec ton entreprise, ce que tu as investi, etc. Et pour informer, par exemple, tu vas avoir une fenêtre de tir tous les 2 ans. Tu investis. Au bout de 2 ans, on va regarder ce que ça va faire. Dans les premières conditions, c'est écrit si le produit fait, admettons, par rapport à sa valeur initiale, plus, admettons, 0,5, il va sortir. Il y a le pourcentage qui est délimité dès le départ. C'est un produit, par exemple, qui rapporte 4% par an. Ce qui va se passer, c'est que pendant les 2 ans, admettons, à sa deuxième année, même si la première année, par exemple, il a fait du moins 10, on s'en fiche. À la deuxième année, il a fait plus 0,5. C'était expliqué dans le début du contrat. Si le produit passe à plus 0,5, vous obtenez, du coup, 4% de rémunération sur la planète. Et le produit sort. Là, il se met sur un fond d'attente. Le conseiller appelle. Votre produit est arrivé à échéance. Ça vous a rapporté. On avait placé 1000 euros. Ça vous a rapporté, du coup, 8%. Il y a l'addition des deux qui sont. Et suivant sur la niche qu'on a faite, du coup, tu vas avoir de l'imposition ou pas. Il ne va pas sortir. On va prendre le cas d'assurance vie. Il n'est pas sorti d'assurance vie. Il est en attente. C'est le phénomène, en fait, de sortir de l'assurance vie qui applique la fiscalité. Si toi, dans ton assurance vie, tu fais des va-et-vient, etc., c'est vraiment, tu sais, tout ce qui va être acte de gestion qui va être propre à l'assurance vie. Tu ne vas pas avoir d'imposition. Oui, tout le fait qu'on dise que l'assurance vie, c'est bien pour la transmission aussi. Également. Parce que là, du coup, tout investissement, par exemple, c'est pour ça qu'on incite beaucoup à faire les investissements avant les 70 ans. Tu vas avoir un abonnement de 152 500 euros par bénéficiaire. Au-delà de 70, tout serait bien. Et pardon, c'est 152 500 euros par bénéficiaire et par contrat. Au-delà de 70 ans, c'est tout contrat confondu. Et ça baisse drastiquement. C'est 3 500 euros. Ton téléphone, il... Encore une fois, je veux remercier Alp qui est venu de la région parisienne. Donc, ce fut un échange super intéressant. Merci beaucoup d'être venu. Pensez encore une fois à vous abonner, à liker, à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. On va faire un épisode 2 où on rentrera un peu plus dans le vif du sujet de son travail en tant que directeur d'agence, sur le management aussi qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer. Peut-être qu'on complétera aussi la branche immobilière qu'on a commencé à évoquer, mais il y a tellement de choses qu'on pourrait parler ensemble. Donc on fera aussi un point peut-être sur l'année 2026, comment elle s'est déroulée au sein de ton agence, etc. Le petit mot de la fin, comme on a l'habitude de poser au sein du podcast Les Fameux. Est-ce que tu aurais une phrase ou un mot qui représente ta philosophie de vie que tu veux me partager et partager aux auditeurs pour le mot de la fin? Est-ce que j'ai une philosophie de vie Très sincèrement, je pense que le travail paye au bout d'un moment. Et j'ai jamais été vraiment déclencheur, entre guillemets, de ce qui m'arrive. J'ai jamais été dans une demande, en quelque sorte, mais que un travail bien fait se voit au bout d'un moment. Et très sincèrement, pour avoir fait différentes régions, j'ai jamais eu cette sensation, moi en tout cas, même dans d'autres régions, de ne pas avoir cette opportunité d'évolution. Donc très sincèrement, il faut croire en ce pourquoi vous travaillez déjà. Vraiment s'investir dans le travail que vous faites parce que, comme je vous dis, un travail bien fait se voit. Et très sincèrement, les opportunités, moi, sont venues à moi. Et c'est moi qui ai plutôt dit oui ou non de ce que je voulais. Et très sincèrement, les opportunités qui se sont présentées jusque-là, ça m'a permis de tracer ma voie. Et encore une fois, aujourd'hui, je sais qu'il y en a d'autres qui se présenteront. J'ai eu mon entretien annuel au mois de décembre, donc de très bon augure, etc. Et donc, je sais qu'il y a d'autres portes qui s'ouvrent là actuellement. On verra ce que ça va donner. Mais très clairement, ouais. Croyez en ce que vous faites. Investissez-vous. Et surtout, gardez en fait
part d'humanité qui est très importante. On n'a pas eu trop l'occasion de parler de mon métier même, mais être humain vous offre également en fait une part d'humanité de vos collaborateurs également. Parce que je fais beaucoup moins de clientèle maintenant, mais je vois la relation que j'ai moi en tout cas avec mes collaborateurs, bien sûr toujours rester pro. Je sais que j'ai cette proximité-là qui font qu'ils me parlent même en dehors du travail, de leurs affaires personnelles, etc. Et ce qui est vraiment dur aujourd'hui dans le métier, c'est de réussir à faire la part des choses. Parce que des fois en fait malheureusement vous avez cette proximité qui vient un peu trop mélanger et où vos sentiments en fait viennent un peu fausser en fait quelques idées dans le quotidien. Et c'est important de recadrer les choses, d'avoir des entretiens assez réguliers et de ne pas changer ce que vous êtes parce qu'en fait la base du management, pour moi en tout cas, c'est quelque chose qu'on apprend, qui se travaille. Et moi je suis pas trop d'accord avec le fait de on est manager ou on ne l'est pas en fait. Enfin, pour moi tout métier s'apprend. Et vraiment en fait de réussir à incorporer en fait des stratégies managériales du coup à ce que vous êtes et de ne pas changer en fait la personne que vous êtes pour un métier très grave. Et moi je sais que j'arrive à fusionner en fait mon rôle à mon caractère. Et aujourd'hui en fait faut pas changer entre guillemets ce que vous êtes pour un métier en tout cas. Merci beaucoup pour le mot de la fin. Je vais pas rebondir dessus parce que j'aurais plein de questions à poser quand on développera dans l'épisode 2. On est disponible sur YouTube, sur Spotify, sur Deezer, sur les applications audio. Du coup, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié l'épisode. On se dit à la prochaine. À bientôt, Merci d'être venu sur le podcast Les Fameux. Ça me fait plaisir. Ciao tout le monde. Au revoir.